Bonsoir à tous les deux, Bonsoir. tout d'abord. Alors, le groupe socialiste présente d'ailleurs en ce moment 8 textes à l'Assemblée nationale à l'occasion de sa niche parlementaire. Les parlementaires ont déjà adopté une proposition de loi socialiste visant à lutter contre la vie chère en Outre-mer. Première victoire pour les élus PS qui veulent montrer qu'ils arrivent à arracher des victoires concrètes. Dans les autres mesures, je vais en citer quelques-unes. Il y a le fait de généraliser les repas à 1 euro pour tous les étudiants, réguler le secteur des crèches privées ou encore lutter contre les pannes d'ascenseurs. Julie Garnier, vous dites bravo les socialistes ? Moi, tout ce qui peut avancer dans le cadre d'avancées sociales, il n'y a aucun problème. Nous, on soutiendra toujours. C'est quand on négocie contre les avancées qu'il y a un problème. Donc, non, nous, le repas à 1 euro, ça fait des mois, des années qu'on le demande. On le sait que les étudiants sont dans des situations très précaires. Je crois qu'une image qui restera du quinquennat des quinquennats de Macron, ça serait ces files d'attente d'étudiants qui n'en finissaient plus juste pour pouvoir manger. Je crois que ce sont des images qui ont vraiment traumatisé et dont on se souvient, rien qu'à l'évoquer, je pense que chacun ici peut se rappeler de quoi on parle. Donc que ça n'arrive plus, c'est une avancée. Vraiment, tout ce qui peut aller dans le bon sens, on le soutiendra, peu importe qui le soutient, que ce soit le Parti socialiste ou les écologistes ou les communistes. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est est-ce qu'on est tous capables d'avancer et de se tenir à un programme ? Ça, c'est une autre question. Julie Garnier, vous y croyez encore à un retour à la raison du Parti socialiste ? Je suis peut-être très naïve, mais je crois en général au fait que quand un politique se présente devant les élections, il fait un contrat avec ses électeurs. Et ce contrat, c'est un programme. Et ça, c'est pas rien, parce que quand on rend ce programme-là, quand on le casse, on casse bien plus finalement qu'un contrat. On casse une confiance, on fait énormément de mal à la démocratie. Et ça, je crois qu'il faut pouvoir le mesurer parce que on ne vient pas en politique comme ça pour faire une carrière. En tout cas, ce n'est pas comme ça que moi je le conçois. Si aujourd'hui je fais de la politique, c'est parce que j'ai été extrêmement déçue du quinquennat de François Hollande. Je ne viens pas d'une famille politique. Je viens parce que j'ai été extrêmement déçue de ce que ceux qui se disaient de gauche ont fait de la gauche. Et notamment sous le quinquennat de François Hollande, avec Valls et compagnie, on ne va pas revenir dessus. Et donc, je considère que quand on a un mandat des électeurs, eh bien, c'est ce qui est le plus important, c'est à eux qu'on le doit. Et que si on ne le respecte pas, alors on doit se représenter devant les électeurs en disant « Est-ce que vous êtes d'accord avec mes nouvelles positions ou pas ?» C'est ça, en fait. C'est comme... Alors, je suis peut-être très naïve, mais je crois que s'il y a quelque chose qui doit rester de cet esprit-là, ça doit être ça. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, eh bien, on a des socialistes qui ont agi par pur opportunisme. Il faut le dire ce qui est. Le fait aujourd'hui de ne pas vouloir censurer, le fait aujourd'hui de prétendre avoir fait avoir obtenu des concessions, des victoires qui en réalité n'en sont pas. Il a fallu quand même qu'il y ait un débunkage et aller contre tout ce storytelling médiatique qui a voulu faire croire qu'ils avaient obtenu des avancées alors qu'en réalité, il n'y en a aucune. Et je ne prendrai qu'un exemple qui est le plus flagrant, c'est celui des retraites, où ils se font balader à chaque fois. Je crois que ils doivent prendre conscience. Et je peux vous dire que j'ai été encore ce week-end dans ma circonscription, donc qui est la circonscription d'Olivier Faure. Je peux vous dire que les électeurs ne mâchent pas leurs mots sur la traîtrise, sur le virage qu'est en train de prendre Olivier Faure. Parce qu'ils ne le comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas voté pour lui pour qu'il fasse ça. Ils ont voté pour lui pour qu'il respecte un programme, celui du NFP, c'est-à-dire l'abrogation des retraites, c'est-à-dire l'augmentation des salaires, c'est-à-dire des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. Enfin, on ne va pas faire toute la liste. Il y en a pas tant que ça finalement, mais en tout cas, il y avait 15 mesures qui étaient d'urgence. Et dans la première d'entre elles, c'était l'abrogation des retraites. Et ils n'y sont pas. Ils sont revenus et sur l'abrogation. Après, ça a été une suspension. Puis après, maintenant, on passe à une discussion. Puis maintenant, on passe à je ne sais même plus quoi. Parce que finalement, on se rend compte qu'ils ne vont pas décider. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Je terminerai là-dessus, mais sur les retraites, on a face à nous un gouvernement qui a usé de tous les subterfuges
de toutes les magouilles possibles pour passer en force. Il n'y a pas eu que le 49.3, il faut se remémorer ça. Hein. Il y a eu les mensonges aussi derrière pour essayer de faire passer la pilule, que ce soit sur les femmes qui seraient les grandes gagnantes, que ce soit sur la démographie, bref, ou encore là récemment sur le fait de mettre tout ça sur le dos, le déficit sur le dos des fonctionnaires. On a eu aussi des 47-1, on a peut-être oublié, mais ils ont vraiment usé de tous les subterfuges, de tous les passages en force pour imposer ça. C'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas avec une négociation que le gouvernement va revenir. Donc, je crois vraiment qu'il faut qu'ils comprennent qu'on a face à nous un gouvernement qui a un projet pour les retraites. Et ce projet, c'est de basculer progressivement les retraites vers un système de capitalisation. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête et ne pas être naïf sur les volontés qu'on a en face. Julie Garnier, je vous voyais réagir au moment du passage de François Hollande et des membres de son parti. Vous en faites des caisses à la France insoumise vis-à-vis de cet accord avec le Parti socialiste du CNFP. Nous, ce qu'on fait à la France insoumise, c'est un programme. Je ne sais pas si c'est ce qu'il dit des caisses, mais c'est-à-dire que nous, on travaille justement. On a fait un programme et c'est ce programme qu'on déploie. Donc on le déploie depuis maintenant 2017, donc on est en 2025, vous voyez, ça fait quand même quelques années maintenant. Et c'est un programme qu'on essaye justement de vulgariser parce qu'un programme, ce programme essaye d'être le plus complet et donc d'être le plus cohérent possible quand on parle d'urgence sociale, quand on parle de bifurcation écologique. On voit que tous les sujets, au final, quand on les met bout à bout, ils se tiennent. Et ils portent une cohérence, ils portent une alternative et c'est ça qu'on essaye d'expliquer à chaque fois qu'on fait des interventions, que ce soit ici en plateau ou que ce soit dans des réunions publiques, on essaye d'expliquer ça. On essaye d'expliquer qu'il y a une alternative au modèle qu'on a actuellement, et notamment au modèle capitaliste, parce que là, on est en train d'aller dans le mur pour plein de raisons, que ce soit pour des raisons sociales ou pour les raisons écologiques, ou aussi les raisons internationales. Bref, on voit qu'on essaye d'expliquer ça. Donc nous, on est au travail et on a un programme. Ce que je constate, en revanche, c'est que M. Hollande, quand il se présente sous la bannière du NFP, lui, le programme, c'est juste une liste de suggestions, et c'est tout. Et ça, c'est pas notre conception de la politique. Donc, je crois qu'il devrait arrêter avec cette espèce de vieux monde qui considérait que, voilà, on était élus, on avait un mandat et on se comportait comme des seigneurs. Ça, les gens n'en veulent plus de ça, en réalité. De cette façon assez arrogante de faire un usage usurpé de la démocratie. Et je peux vous dire que ça, je le constate assez régulièrement. Que ce soit à l'Assemblée nationale, j'avais encore hier mon collègue Émeric Caron, qui auditionnait, vous savez, l'Arcom, et donc qui posait des questions très simples. Il n'a eu aucune réponse, avec un mépris le plus total. À la région, ça se passe exactement de la même manière. Ça, c'est moins, parce que la région, ça n'intéresse pas grand monde, finalement. Mais il faut savoir, par exemple, que Valérie Pécresse, elle nous laisse 9 secondes de temps de parole par rapport. 9 secondes de temps de parole par rapport. Voilà. C'est comme ça que ces gens se comportent, cette espèce de vieux monde, et avec le mépris qu'ils ont de la démocratie. Et je crois que François Hollande fait partie de ce vieux monde-là, et qu'on a vraiment besoin d'avoir un autre souffle, une autre façon d'envisager la politique, et peut-être sûrement une nouvelle République avec la 6e. Je viens de me manger 90 € d'amende et 3 points sur le permis parce que j'ai payé avec mon téléphone en Apple Pay au péage. Il y a 0 vanne. C'est quoi tous ces policiers? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste payé le péage avec mon téléphone. Bonjour, je viens de vous voir. Quoi? Vous avez raison. Je crois qu'en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. Donc j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. Merci pour l'alerte. Alors Julie Mathieu, on accuse souvent Emmanuel Macron d'être hors sol, déconnecté des Français. Est-ce que c'est une preuve là qu'il ne l'est pas et que en fait il répond aux inquiétudes des Français, quoique il s'agisse de célébrités du net au final? En fait, c'est pas une blague. Ça existe vraiment, ce TikTok. Non, c'est une vidéo qui a été publiée sur le compte du président de la République ce matin. Okay. Donc on en est là. Ok, on en est là. Non, réaction, Julie? Ah mais en fait, je la découvre, donc je ne l'avais pas vue. Je suis désolée, j'étais pas toujours derrière les réseaux sociaux. En fait, je suis affligée. Je suis affligée. C'est pas ça ma conception de la politique. En réalité, c'est pas ça. On n'est pas là en train de régler un par un. On porte une vision politique. Il s'amuse à faire des vidéos TikTok pendant quoi? Pendant qu'on a des personnes. Il va faire des vidéos TikTok aux urgences pendant que les gens sont en train d'attendre.
et qui sont accessoirement en train de mourir sur les brancards aux urgences, il fait là des vidéos TikTok? Ou alors il vient dans les lycées, quand on est prof et qu'on a les plafonds qui s'effondrent, il vient faire des vidéos TikTok? En fait, ça me met en colère. Voilà, je vous le dis, ça me met en colère. Parce que c'est pas ça, les urgences qu'on a en ce moment dans ce pays. Alors, je suis très contente pour monsieur qui a payé avec Google. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a une profonde urgence sociale dans ce pays. On a des gens qui... Là, vous voyez, on est quoi? On est le 23 janvier. Il y a plus d'un quart des Français qui sont à découvert aujourd'hui, qui ne peuvent pas aller faire les courses. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Il va faire quoi? Il va aller faire des TikTok aussi dans les supermarchés? Non, franchement, ça me met en colère, ce genre de choses, parce que, oui, ça montre encore plus qu'il est hors sol, parce qu'il comprend vraiment pas ce qui se passe dans ce pays. Il comprend vraiment pas à quel point il y a une urgence. On comprend vraiment pas à quel point... On a des gens qui, aujourd'hui, c'est même plus la ceinture qui se serre, c'est qu'ils sont désespérés. Il y a des licenciements. Combien il y a de licenciements, là? Les féminicides, il n'y en a jamais eu autant. Bref, mais qu'est-ce qu'il attend, en fait? Qu'est-ce qu'il attend pour enfin, j'allais dire pour démissionner, finalement, parce que vraiment, là, il est à la ramasse surtout. Et donc des millions de vues. Donc c'est quand même très impressionnant. Et on a des élèves après, juste pour compléter, parce que je suis prof aussi à côté, qui me disent « Mais madame Bardella, il n'est pas d'extrême droite. » Ouais, il est cool. Il est cool. Et en fait, il est là le problème, c'est que c'est surtout cette désinformation. Après que les politiques utilisent TikTok, il n'y a aucun problème là-dessus. Justement, au contraire, je pense que c'est important que les jeunes s'intéressent à la politique, parce que déjà, on est un pays qui aime la politique d'une manière générale. Et je trouve ça intéressant qu'on leur apprenne comment fonctionnent les institutions, etc., que ça ne se fasse pas d'ailleurs qu'à l'école. Il y a des TikTokers politiques qui sont vraiment bien sur TikTok. Et pareil, on parlait de Jean-Luc hein. Mélenchon qui le fait, qui est très suivi aussi. Et c'est intéressant d'expliquer des notions qui peuvent paraître extrêmement complexes, mais pour autant, les jeunes s'intéressent à ça. Donc, c'est pas le sujet d'utiliser ces réseaux sociaux. C'est la manière, le contexte.